Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale de votre magazine Éco-Débat depuis Abidjan, la capitale économique ivoirienne, où s'est tenue la deuxième édition de l'Abidjan Border Forum. Cette édition se propose de s'intéresser au débat international en cours sur l'environnement et le climat, qui trouve d'ailleurs des interconnexions évidentes avec la gestion des frontières. Les espaces frontaliers sont de plus en plus impactés par les effets du changement climatique et les ressources partagées se retrouvent ainsi déséquilibrées, fragilisant la sécurité territoriale des États, mais aussi la sécurité humaine et alimentaire des populations. Avec nous, nos invités vont nous dresser un diagnostic transversal des problèmes environnementaux aux frontières et ils nous partageront leurs propositions de solutions. Soro Djabiga, journaliste à Ivoire Hebdo, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir pour moi, cher confrère. Et avec nous sur ce plateau, Kone Ibrahim, vous êtes vice-président du Conseil national islamique de Côte d'Ivoire, mais vous êtes surtout président de la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent. Merci d'être avec nous. C'est exact. Merci beaucoup. Merci à Mehdi Wan de nous avoir invités à ce débat. Alors, d'entrée de jeu, quand on parle d'extrémisme violent, à quoi on fait référence? Comment on doit comprendre cet état? Alors, l'extrémisme violent, c'est quelqu'un qui sort de son état naturel, qui était tout calme, tout gentil, et qui sort de cet état-là pour plusieurs raisons. Il peut sortir de cet état-là parce qu'il a été frustré par son entourage, ou bien parce qu'il cherche à obtenir, il a un objectif à atteindre qu'il n'arrive pas à obtenir. Donc pour lui, comme patiemment il n'a pas pu l'avoir, donc il se radicalise un peu. L'extrémisme violent commence par la radicalisation. Il se radicalise contre tout ce qui est autour de lui, et puis après, quand ça persiste, donc il devient violent maintenant pour forcer pour pouvoir atteindre son objectif qu'il recherche. Et dans ce contexte où on parle de sécurité à nos frontières, l'impact du changement climatique et autres, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on a ces cas-là, ces cas de crise d'extrémisme violent à nos frontières à ce moment où on parle? Exactement, il y en a dans nos frontières, surtout en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Vous savez que nous faisons frontière avec 5 pays, mais particulièrement en parlant du Mali et du Burkina, qui sont deux pays aujourd'hui qui sont très frappés par le phénomène de l'extrémisme violent. Donc nous, à nos frontières, nous avons des difficultés. C'est pourquoi la PNDIV, qui est donc un regroupement des religieux chrétiens et musulmans, et qui a pour objectif de lutter contre ces phénomènes-là, nous avons eu, grâce à Dieu, des financements des structures des ONG américaines et même de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour travailler sur ces dossiers. Et nous avons travaillé au nord, à l'ouest, au centre, mais principalement nous avons axé notre travail sur la région de Poro et la région de Tchologo. Où nous avons deux régions dans le nord de la Côte d'Ivoire qui sont très frontières avec le Mali et le Burkina et où il y a beaucoup d'incursions. Alors nous avons visité un certain nombre de villages. Quand on va dans le Boukani par exemple, il y a une ville qu'on appelle Toubo qui fait frontière avec le Burkina, mais actuellement au moins je vous parle, il y a au moins 60 000 réfugiés burkinabés qui sont là-bas. Alors donc nous allons souvent sur le terrain pour parler aux gens, pour enlever dans leur tête tout ce qui arrive, pour éviter aussi que nous aussi nous soyons contaminés. Parce que si cela vient, il peut contaminer nos populations. Donc nous avons travaillé avec nos populations, les jeunes, les vieux, pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut les occuper, pour ne pas être tentés par ce phénomène. Ne pas être tenté par ce phénomène. Je vais me retourner vers vous parce que ça c'est un cas vraiment pratique. Aujourd'hui, avec tous ces cas d'inondation, en tout cas ces impacts du changement climatique qui ont lieu autour de nos États, comment est-ce qu'au niveau des frontières, on peut arriver à gérer ces crises, à gérer ces conflits et permettre à nos populations, à ces populations qui viennent de divers horizons, de pouvoir harmonieusement continuer leur chemin? Vous avez parlé d'harmonie. J'aimerais d'abord définir plutôt le concept du changement environnemental. Le changement environnemental est un changement significatif ou une modification significative d'un environnement. Cela peut être naturel ou dû à l'action de l'être humain. Ces changements-là ont des impacts. On peut les ressentir au niveau du changement climatique, on peut les ressentir au niveau de la déforestation, au niveau du manque de terre par exemple. Et il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Et ces éléments-là, ces problèmes-là sont inhérents à toutes les frontières, à toutes les zones transfrontalières de Côte d'Ivoire. Et les solutions sont de plusieurs ordres. Il y a des solutions au plan financier, il y a des solutions qui sont aussi organiques, et il y a des solutions qui sont dans le cadre de la communication. Il faut d'abord communiquer avec les différentes populations de ces zones transfrontalières. Il faut les éduquer sur la préservation et l'importance de la durabilité des ressources naturelles. Les ressources naturelles, mais malheureusement dans ces zones-là, ou heureusement, sont situées dans des zones où elles sont partagées. C'est pourquoi on les appelle des ressources partagées. Elles sont partagées entre deux pays voisins. Donc d'abord, il faut créer un cadre législatif commun qui permettra aux deux États concernés de pouvoir co-gérer ces différentes zones-là. Il faut aussi une bonne politique
gouvernementale de l'environnement. C'est pourquoi il faut pouvoir lier la politique de développement socio-économique à la politique environnementale. Il faut diversifier et il faut aussi rendre vulgaire cette politique-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de forums et d'activités qui sont organisés dans le cadre du réchauffement climatique et du développement durable. Parce que c'est pratiquement un problème qui est un nouveau problème en griffe. Donc voilà autant d'éléments qu'il faut prendre en compte dans la résolution de ces problèmes-là. Il faut aussi il faut faire la promotion de la coopération nationale entre les États. Il faut aussi une solution institutionnelle. Quand il parle de solution institutionnelle, il faut établir des accords bilatéraux et des accords multilatéraux pour pouvoir diversifier, pour pouvoir promouvoir des solutions communes. À côté de ça, il faut également promouvoir les recherches de solutions. C'est-à-dire qu'il faut des collaborations avec des ONG ou avec le secteur privé pour pouvoir mobiliser le maximum de ressources et mettre en place des politiques dans le cadre des projets de développement durable. Mais quand on parle de tout ça, un autre facteur, vous avez parlé de ressources partagées. Moi, je vais prendre une ressource partagée qui est visible, en tout cas devant nous, au-dessus de la terre. On a des plantations, les zones forestières. On voit que dans certaines zones, peut-être à cause de la sécheresse induite par le changement climatique, on voit ces populations migrer vers des populations où les terres sont beaucoup plus fertiles, plus arables. Comment est-ce qu'on arrive à juguler ces conflits-là? Parce que ces personnes qui rentrent, on sait nos frontières assez poreuses, elles vont rentrer, venir s'installer par petits campements, par petits groupes. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Est-ce que vous, à votre niveau, au niveau du dialogue interreligieux, vous arrivez à concilier des personnes, à trouver des solutions pratiques qu'on peut proposer? Tout à l'heure, j'ai proposé une solution, j'ai parlé d'une collaboration avec des ONG et le secteur privé. Et mon co-débatteur, M. Koné, a vraiment pratiqué, il a été un acteur majeur de cette activité-là avec des institutions. Voilà une solution pratique. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau quelqu'un qui a vraiment participé à ce projet-là. Donc je reviens là-dessus, il faut promouvoir la collaboration avec des ONG et le secteur privé. Il faut pouvoir gérer ces populations-là qui ont pu se déplacer. Ce n'est pas de leur fait. C'est le fait du changement climatique dans leurs différentes zones. C'est vrai qu'il y a des raisons politiques aussi qui sont liées à cela ou des raisons sécuritaires dans leurs différents territoires respectifs. Mais il y a aussi le changement climatique. Ces populations-là se déplacent aussi souvent à raison de la recherche de terres cultivables ou à la raison de la recherche de forêts. Donc voilà l'une des solutions. Il faut promouvoir la collaboration avec des ONG et le secteur privé. Mais oui, mais quand vous le faites, est-ce que c'est vraiment aisé, c'est vraiment facile je ne pourrais pas dire faire repartir ces personnes chez elles, mais arriver à faire accepter aux personnes autochtones où elles arrivent, à faire accepter ces personnes-là à vivre dans une bonne harmonie? Effectivement, c'est un gros problème. Parce que déjà, ceux qui sont dans ces zones-là, ce n'est pas des zones où c'est très facile souvent, c'est pas des coins où vraiment tout va très bien. Donc si en plus de ça, ils ont des difficultés, si deux personnes viennent, évidemment ça fait des résistances. Mais comme ils sont en difficulté chez eux, il faut les accueillir. Surtout que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays d'hospitalité. On ne peut pas les chasser. C'est pourquoi les 60 000 réfugiés, par exemple, je parle dans un seul village là, on a essayé de trouver une solution pour eux. On a donc ouvert un camp pour ces personnes. Ils sont peut-être un tiers. Mais les deux tiers, on a donc négocié avec les villageois pour qu'ils puissent les accepter chez eux, dans leurs habitations. Donc, c'est une collaboration. Donc, ils ont accepté ça. Donc, ces personnes-là, qui sont arrivées pour la plupart du Burkina, donc sont insérées dans les familles. Il n'y a qu'un tiers seulement qui est dans un camp qui est géré par l'État, mais les deux tiers sont quasiment dans les familles qui les ont acceptés parce qu'ils savent qu'ils sont venus parce que ça ne va pas chez eux, comme on le dit, et comme on ne sait jamais, il vaut mieux toujours accueillir les déshérités. Et Dieu aime beaucoup ça. Dieu aime qu'on accepte les plus faibles. C'est parce qu'ils sont faibles qu'ils ont quitté, qu'ils sont là. Donc, mais ce n'est pas facile. Mais je pense que nos parents arrivent à comprendre parce qu'ils mettent dans leur tête que la Côte d'Ivoire est un pays d'obscurité, donc il faut accepter les gens quand ils sont en difficulté, qui sont quittés chez eux pour venir chez nous. Une action sociale de haute portée, oui. Mais quand on arrive à initier ce genre d'action, si je veux me mettre sur le volet, sur l'aspect sécuritaire, est-ce que ces populations vulnérables, fragiles que vous essayez d'entretenir ne sont pas des terreaux fertiles pour justement des groupes, je vais dire, terroristes ou qui veulent semer la pagaille dans certaines zones pour pouvoir s'imposer et utiliser, je vais dire, les matières premières, les minerais et autres? Est-ce que exactement, mais c'est vraiment vrai. C'est pourquoi ceux qui viennent là, il faut bien les regarder. Parce qu'il y en a qui viennent souvent, c'est avec de mauvaises intentions. Dans la zone dont je vous parle, par exemple, dans le Boukani,
Et je me rappelle, il y a 3 mois de cela, il y a eu une incursion là-bas. Mais malheureusement, heureusement pour la Côte d'Ivoire, ces zones-là sont vraiment très bien militarisées actuellement. Donc des gens, quelqu'un qui arrivait, qui était venu de ce côté là-bas, qui était d'origine Peul, mais qui avait de mauvaises intentions. Donc à cause de lui, on a dû faire un couvre-feu dans le village à partir de 18h pour pouvoir l'attraper. Parce que parmi il y a des gens qui ont mauvaises intentions. Bon, donc c'est ça, on n'y peut rien, on ne peut pas contrôler tout le monde. Donc ça avait des risques qu'on les prenne. Vous posez le problème de la création d'un comité de gestion régional ou sous-régional. Il est important que les États collaborent dans le cadre de la surveillance et du contrôle de ces migrations-là. Parce que ces migrations-là, comme on l'a dit tout à l'heure, sont créées soit par le changement climatique ou encore par des conditions de sécurité qui sont un peu compliquées. Donc il faut une collaboration vraiment très intégrée des 2 États concernés pour pouvoir surveiller ces populations-là. Et aussi, après, il faut le suivi après que ces activités-là entrent en échéance. Il faut pouvoir créer les conditions pour que ces populations rentrent chez elles. Sinon, après, ça crée le problème aussi de l'apatridie. Et ça, c'est une bombe à retardement après. Il a évoqué aussi le problème de l'orpaillage. Des populations qui vont s'installer sur un territoire qui n'ont pas d'activité. À la première activité qui se propose à elles, elles vont y adhérer pour pouvoir rentabiliser. Et il y a des conséquences directes et indirectes qui se créent du fait de cette pratique-là, l'orpaillage clandestin, qui détruit nos sols, qui crée des conditions d'insécurité, et c'est un peu compliqué. Alors justement, on revient maintenant sur, on va dire, l'aspect pratique de l'Abidjan Border Forum qui s'est tenu ici à Abidjan. Il y a on va dire, des éléments, des arguments qui ont été avancés au niveau des facteurs qui favorisent le changement climatique dans la zone. Quels sont les principaux facteurs, on va dire, qui participent à l'impact sur le changement climatique dans ces zones-là? Alors, dans ces zones, la plupart du temps, ce qui peut impacter le changement climatique, c'est la déforestation tous azimuts. Parce que ceux qui arrivent, ils cherchent, comme on a dit tout à l'heure, ils cherchent de la terre cultivable. Bon, donc, en recherchant ça, on est obligé de détruire des arbres. Donc, je pense que ça, c'est un problème aussi. Il faut essayer de vraiment. Il faut que les autorités locales sur place, soient très, très vigilantes pour éviter que ces gens que nous voulons aider, avec l'appui des autorités sur place, ne puissent, en tout cas, procéder à une déforestation tous azimuts. Vous savez que la Côte d'Ivoire est victime de la déforestation. Parce qu'en 1960, on était quoi? À près de 16 millions d'hectares. 16 millions, effectivement. Mais aujourd'hui, on a quoi? 3 millions. Tout ça, ça a été détruit, mais ce n'est pas du fait seulement des Ivoiriens, mais c'est du fait aussi de la colonisation que nous avons eue. Nous avons accueilli des gens qui sont venus dans toutes nos zones de frontières. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire fait frontière avec 5 pays. Donc le Ghana, le Mali, le Burkina, la Guinée, tout ça. Donc tout ça, c'est des gens qui sont venus dans ces zones-là, à l'ouest, au nord, partout, où on est frontière au sud, c'est le phénomène qui arrive. Donc ça, évidemment, ça fait qu'il y ait un terrible changement climatique. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en octobre en Côte d'Ivoire, mais plus comme ce n'est pas permis, comme si on donne au mois de mai. Qu'on a évoqué le problème de déforestation, il y a aussi la dégradation des sols liée à la pratique intensive de l'agriculture ou des pâturages. Il y a aussi la pollution de l'eau qui est liée à l'activité non contrôlée, non surveillée de certaines industries. Il y a aussi les conflits, on n'a pas évoqué ce problème-là, il y a les tensions communautaires entre les communautés autochtones et les populations qui ont migré vers ces terres-là. Et ces problèmes-là sont très récurrents. Je pense qu'il faut trouver aussi des solutions. Comme je l'ai proposé tout à l'heure, il faut vraiment éduquer, former les populations pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Parce que lorsqu'il existe des tensions sociales entre des populations, ça peut créer des conflits communautaires qui vont engendrer beaucoup de morts et c'est déplorable. Alors vous parlez beaucoup d'éduquer, de sensibiliser ces populations. C'est en tout cas une approche qui rejoint l'une des recommandations de l'Abidjan Border Forum qui demandait à ce que soit inscrit au cadre de la formation de nos apprenants la question de la gestion à nos frontières. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement opportun de le faire, comme on le voit dans nos écoles, former à la gestion de nos frontières, ou bien il faut se limiter à donner les moyens aux médias et aux associations locales de porter le message de manière pratique sur le terrain? Tous ces éléments-là sont bons à prendre. Il faut commencer la sensibilisation depuis le bas âge à l'école. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du développement durable est un nouveau sujet qui a commencé à être débattu à l'international et la Côte d'Ivoire a pris à bras le corps ce problème. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a souscrit à la Convention internationale
nationale, voilà, qui est liée à la défense de l'environnement. C'est très important. Il faut commencer la sensibilisation depuis le bas âge à l'école primaire. Au niveau des différents médias aussi, il est important que tous les médias, les organes de presse s'approprient ce combat-là afin de pouvoir préserver notre environnement. Comme il l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans le mois d'octobre et il pleut régulièrement. C'est un élément qui n'était pas pris en compte dans les prévisions. Et ce sont les conséquences du réchauffement climatique. Mais là, nous sommes réunis ici pour parler surtout de la migration et des problèmes de changements environnementaux au niveau des zones transfrontalières. Ça implique une véritable collaboration entre les États concernés. Ça implique aussi une collaboration d'une unité africaine. Il faut pouvoir mettre en place promouvoir une politique de lutte contre la dégradation des sols, de lutte contre la pollution de l'eau. Il faut une collaboration vraiment intégrée, comme je l'ai dit. Collaboration intégrée, je vous voyais, vous voulez rebondir. Je pense qu'effectivement, il faut former les gens. Il faut former toutes les populations qui sont aux frontières. C'est important. Non seulement il faut les sensibiliser, mais il faut les former. Parce que pour une maîtrise de la gestion des frontières, si on maîtrise la gestion des frontières, mais cela va renforcer la résilience inclusive entre les populations. Donc il faut les former. C'est pourquoi à Abidjan Border Forum, on l'a dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la gestion des frontières soit un truc de là-haut. Il faut qu'au bas, on puisse impliquer toutes les populations, les communautés, les communautés, les groupements communautaires, les groupements religieux, toutes les populations, il faut les impliquer, il faut les informer et les impliquer. Il ne faut pas prendre des décisions sans eux. Il faut qu'ils soient partie prenante de ce qui va être pris comme décision. Et ça va être très très important. Et pour que certainement la Côte d'Ivoire, enfin, certainement l'Afrique. Alors donc si on arrive à maîtriser les frontières, ce qui va donc augmenter la résilience donc, inclusive dans tous ces pays-là, je pense qu'on va arriver certainement, peut-être que je voulais faire ça comme mot de fin, mais je vous l'ai dit, on va arriver peut-être à une Afrique sans frontières. Parce qu'en fait les frontières, mais attends, il n'y avait pas de frontières avant. Il n'y a pas de frontières avant. Avant on te disait, enfin la Côte d'Ivoire, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina par exemple, on parlait de basse volta et haute volta. Il n'y avait pas de frontières. Mais c'est les colons qui sont venus tracer entre nous pour nous mettre en palabre. Donc ça fait aujourd'hui qu'on se méfie les uns les autres. Sinon avant, on était unique. L'Afrique était unique. Il n'y a pas de frontières. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il n'y a pas de frontières. Entre la Côte d'Ivoire et entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, il n'y a pas, le Libéria, il n'y a pas de frontières. Là, ils sont venus tracer ça. Mais il faut que nous soyons conscients que ce sont des tracés qu'ils nous ont imposés. Mais nous-mêmes, il faut qu'on revienne à nous-mêmes. Si on revient aux fondamentaux, certainement, je pense qu'en gérant de manière inclusive tous les problèmes qui auront lieu aux frontières, certainement les frontières vont disparaître un jour. Ce serait qu'un truc de l'esprit, mais dans la réalité, ça n'existait pas. Parce qu'il y aura une interaction et une circulation libre entre les différentes populations aux frontières de nos pays. Vous parlez justement d'interaction quand on sait que nos États aujourd'hui sont en train de travailler à ce qu'on peut appeler une unité de marché sur le continent africain. Donc on part pour la fameuse ZLECAf qui est en train de se mettre en place, abolir les frontières douanières en griffe pour fluidifier le trafic et autres. Dans ces conditions-là, comment est-ce que vous voyez le déploiement de la ZLECAf justement face à tous ces conflits à nos frontières, à la gestion de sécurité à nos frontières? Vous parlez de coopération bilatérale, multilatérale, mais au-delà, comment réussir à booster nos économies autour de ces frontières-là? D'abord, il faut créer les conditions pour pouvoir instaurer des moyens de communication et des moyens de technologie adéquats pour pouvoir gérer les zones frontalières et les ressources partagées. Quand vous parlez de technologie, vous parlez de quoi? D'abord, satellitaire ou... Justement, on ne maîtrise pas d'abord les données au niveau des zones transfrontalières. C'est important. Et aussi, il faut une technologie adaptée. Ça peut être des technologies satellitaires, ça peut être l'intelligence artificielle, mais il faut mettre les moyens. Tous les projets sont bons pour pouvoir vraiment fluidifier les coordinations et les communications et les opérations entre les différents États voisins. Mais il faut surtout un bon moyen de technologie pour pouvoir surveiller, contrôler, pour pouvoir régir vraiment ces zones transfrontalières-là. Et le projet dont vous parlez tout à l'heure est salutaire. J'ai pu le revisiter.
Et il comporte en tout cas plusieurs éléments qui pourront renforcer notre économie dans la sous-région et puis aussi favoriser vraiment une certaine harmonisation des activités économiques qui existaient déjà depuis longtemps entre la Côte d'Ivoire et ses différents États voisins. Ressources partagées, quand on parle aujourd'hui, vous avez donné des exemples tout à l'heure, mais en termes de matières minérales, si on voit les matières premières, l'or et autres, tout ce qui est dans le sous-sol à nos frontières, comment est-ce qu'on arrive, les populations arrivent à gérer ça? On a parlé tantôt d'orpaillage clandestin. Comment est-ce que ça se traduit à nos frontières? Bon, là, c'est vraiment une grosse plaie dans nos frontières. Parce que, évidemment, nous avons beaucoup de ressources. La Côte d'Ivoire a beaucoup de ressources minières, tout ça. Mais, évidemment, comme les gens veulent manger. Donc, on exploite de manière anarchique ces choses-là. Donc, je crois que l'État est en train de faire des efforts pour essayer de réguler ces problèmes-là. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'on voit, quand je parle du nord, je prends la zone du Poro jusqu'au Bongani, là, mais tous les jours, quand ils vont détruire ce matériel des opérateurs clandestins, mais ils reviennent après. Voilà, donc certainement, il faudra peut-être, en tout cas, mettre une police régulièrement dans ces zones-là pour que ce qui va être fait soit fait de manière moderne pour le bénéfice de tout le monde. Voilà, donc je pense que ça, c'est un effort que l'État devrait faire. L'État a commencé à faire déjà, mais on l'encourage en tout cas à continuer. En tout cas, nous, en tant qu'organisateurs de la société civile, nous encourageons l'État à continuer, en tout cas, à faire que cet opération clandestin puisse finir un jour. Mais ce n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire, c'est dans toute l'Afrique, même en dehors de l'Afrique. Dans toute la sous-région. On tend pratiquement au terme de cette émission. Je voudrais vous demander à tout un chacun vos propositions de solutions. Mais avant de vous donner la parole, je veux revenir sur quelque chose que vous avez abordé tout à l'heure, créer une sorte de police pour surveiller à nos frontières tout ce qui est orpaillage clandestin, donc la création d'une police environnementale en quelque sorte, sous-régionale. Une police environnementale régionale qui va être très intéressante. Il faut dire que dans la zone nord, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En matière, quand je prends la région du Poro et du Gonkani, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Dans les villages qui sont dans le Gonkani, que je peux citer Moro, et Toubo ou Boli, vous avez des camps militaires là-bas. Et tout ça, c'est pour surveiller, non seulement c'est pour surveiller nos frontières, mais c'est pour surveiller ces orpailleurs clandestins qui sont partout. Et au niveau de la région du Tchologo, à Kafolo, vous avez un grand camp militaire. Voilà, donc je pense que l'État fait des efforts déjà, mais il faut encourager l'État à continuer dans ce sens-là. Mais ces polices-là, ces polices environnementales ne pourront être efficaces que si les populations participent. Il faut que les populations coopèrent. Et c'est ça un grand problème aussi. Parce que nos parents, généralement, ne veulent pas coopérer. Alors que si on ne coopère pas, mais on ne pourra pas enrayer ces phénomènes-là. Et pour arriver à cette coopération, il faut une certaine éducation, une certaine sensibilisation. Exactement, il faut sensibiliser, les éduquer, les former. Je me retourne vers vous parce que je sais que c'est une notion qui vous tient particulièrement à cœur. Vous, quelles seraient vos propositions de solutions au sorti de ce Abidjan Border Forum pour permettre une meilleure gouvernance à nos régions transfrontalières? Pour permettre une meilleure gouvernance, d'abord, il faut proposer d'abord une coordination sous-régionale ou bilatérale entre les États concernés. Ça, c'est très important. Il faut aussi un cadre législatif commun pour pouvoir adopter une politique commune dans les deux États et avoir une certaine unicité d'action. Et il est important aussi de collaborer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les ONG et les organisations. Ça permet de faciliter les actions. Les États seuls ne peuvent pas mener ce combat-là. Et après, je chute sur ce que vous avez dit tout à l'heure, la communication et l'éducation. Si les populations n'adhèrent pas, les actions gouvernementales ne peuvent pas réussir, elles ne peuvent pas prospérer. Il faut que les populations puissent adhérer, puissent intégrer ce combat-là pour que cela puisse réussir. Aujourd'hui, on a évoqué tout à l'heure le problème de l'orpaillage clandestin, mais qui est l'un des problèmes majeurs qui est en train d'endiguer vraiment le développement à long terme de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays, heureusement, qui est l'un des rares pays qui regorge des ressources minières dans les 4 coins du pays, au nord, au sud, à l'ouest et à l'ouest, même au centre, un peu partout. C'est ce qui fait que ça entraîne une forte migration des personnes des États voisins vers la Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir contrôler cela aussi. D'où la police environnementale dont mon co-débatteur a parlé tout à l'heure. Il faut mettre en place cette police-là pour pouvoir réguler et contrôler tout ça. Ça demande des efforts gouvernementaux aussi.
Donc il faut une bonne politique aussi. C'est pourquoi j'ai demandé de lier la gestion de la question environnementale au développement socio-économique. Il faudrait que ces questions-là soient liées au développement désormais pour qu'on puisse avancer dans la lutte. En tout cas, beaucoup de choses ont été dites ici sur ce plateau en partant de l'éducation, la sensibilisation des populations à la communication, mais aussi mettre en place une police environnementale régionale et bien d'autres facteurs qui pourront venir renforcer la coopération entre ces États, développer la coopération économique entre ces États. Messieurs, merci pour vos contributions. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Koné Ibrahima. Vous êtes le président de la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire. Et avec nous sur ce plateau, M. Soro Djabiga, vous êtes journaliste à Ivoire Hebdo. Merci en tout cas pour vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission et le débat se poursuit chez vous. Vous pourrez aussi enrichir ces réflexions dans vos communautés, dans vos localités, dans vos villes pour permettre une Afrique plus unie, plus prospère. Merci et à très bientôt sur nos antennes.